au sein de l'unité qui s'occupe du programme Marie Curie, MSCA, à la Commission européenne. Et comme Génial a très bien rappelé, il y a cette nouvelle initiative qui s'appelle MSCA Choose Europe for Science, qui a été introduite dans ce programme de travail. Et donc, je vais faire de mon mieux pour vous présenter cette initiative et aussi répondre à vos questions. Je ne suis pas personnellement en charge de Choose Europe, donc s'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre, je m'assurerai de revenir vers Eugénia par écrit, de telle sorte qu'après, tout puisse être clarifié. Mais je vais en tout cas essayer de répondre à toutes les questions du mieux que je pourrai. Et d'avance, pardon pour tout anglicisme qui se glisserait dans ma présentation, car d'habitude, on fait les présentations en anglais. Et je dois avouer que c'est ma première présentation sur Choose Europe en français, donc je vais faire de mon mieux. Alors, je pense que vous connaissez tous assez bien le programme Marie Curie, donc je ne vais pas rester très longtemps sur ce slide assez général. Juste pour rappeler qu'on reste, même avec Choose Europe, un programme bottom-up qui finance la recherche sur base d'excellence dans tous les domaines de la recherche. Voilà, il s'agit d'un programme qui soutient la formation, les compétences, le développement de carrière, qui veut vraiment soutenir les talents en Europe. Les 3 I, international, intersectoriel et interdisciplinaire, restent très importants, comme dans toutes les actions MSCA. Et bien sûr, on est attentif aux conditions de travail et d'emploi dans lesquelles sont placés les chercheurs et les chercheuses. Nous continuons à vouloir être un programme qui a un effet structurel sur les institutions, avec un impact qui dépasse simplement chaque projet, mais qui va peut-être mener à la diffusion de bonnes pratiques au sein de l'organisation plus largement ou entre organisations. Et nous continuons à encourager la collaboration entre le monde académique et le monde non académique. Le budget reste aux alentours de 7 milliards sur 7 ans, donc plus ou moins 1 milliard par an, un peu plus ces dernières années. Et nous continuons à être un programme qui se situe aux côtés du centre de ERC, au sein du premier pilier, le pilier Excellence d'Horizon Europe. Dans cette présentation, je vais d'abord vous donner un peu de contexte. Quel était le contexte dans lequel Choose Europe a été élaboré? Et ça nous permettra donc de bien comprendre quels sont les objectifs de cette initiative. Je vais ensuite vous donner un peu plus de détails pratiques concernant ce qui est attendu et les manières donc de répondre à cet appel à candidature, avant de regarder plus en détail les critères d'évaluation pour les candidatures sur Choose Europe for Science. Alors d'abord, un peu de contexte. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on sait qu'il y a quand même des difficultés, surtout dans le monde académique. Donc quand on parle de research careers, dans les carrières de la recherche, on parle de précarité. En réalité, c'est en particulier dans le domaine académique qu'on voit les cas les plus flagrants de difficultés. On a tous en tête le terme permadoc, cette succession de contrats à durée déterminée qui peuvent s'enchaîner pendant pas mal de temps après l'obtention du doctorat. Il y a beaucoup d'autres enjeux, bien sûr, qui doivent être pris en compte, mais là, on voit une accélération ces dernières années avec l'OCDE, avec tout un ensemble d'organisations qui ont publié des rapports et des analyses montrant en fait qu'il y a un vrai problème de précarité pour tout un ensemble des acteurs en fait, de la recherche académique en Europe. Ça a été d'ailleurs noté au niveau politique européen, avec en 2023 des recommandations du Conseil et l'adoption d'une nouvelle charte européenne pour les chercheurs, qui vraiment met la focale sur des questions de carrière, d'accès à des carrières intéressantes, attractives, mais aussi dans la durée, avec un système de progression. Et donc, toute cette question en fait, de la précarité des carrières de recherche, notamment dans l'académie, a conduit le groupe d'experts pour l'évaluation d'Horizon Europe à recommander qu'une initiative nommée Choose Europe, donc choisissons l'Europe, ou choisissez l'Europe, soit insérée déjà maintenant, déjà dans le programme de travail 2025,
sous MSIS, sous le programme Marie Curie, avec vraiment cette idée que l'idée là, c'est de rendre la carrière académique en Europe plus intéressante pour les chercheurs en travaillant sur la question de la précarité. Donc, on peut déjà voir deux choses ici. Donc, bien sûr, c'est une réponse en partie au rapport Heitor, mais ça s'inscrit dans une plus longue durée, cette idée de s'attaquer à la précarité dans certaines carrières de recherche. Ce qu'on voit, c'est que on a voulu agir déjà dans le programme 2025. Il y a eu beaucoup de bouleversements géopolitiques dernièrement qui expliquent qu'il y a une certaine urgence à agir sur tout un ensemble d'enjeux. Alors bien sûr, si on crée de nouveau une action Choose Europe en ayant le temps vraiment de développer l'ensemble des instruments qu'il faut, peut-être qu'ils auraient un visage légèrement différent de celui qu'on a dans ce pilote. Et donc certaines des caractéristiques que vous voyez dans MSCI Choose Europe 2025 sont dues au fait qu'on a utilisé des instruments déjà existants. C'est-à-dire qu'en fait, Choose Europe s'insère dans le modèle co-fund au sein du programme Marie Curie. Donc pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà très bien, vous voyez à peu près que ça va par exemple avec un modèle monobénéficiaire. Et donc il y a tout un ensemble de spécificités du pilote qui viennent du fait que voilà, on avait inséré ce pilote dans une structure préexistante. Donc ça, c'est une première chose à dire. Une deuxième chose à dire également, c'est que l'idée, c'est vraiment de s'attaquer à la précarité. Donc, il s'agit certes d'attirer, de rendre plus attractives les carrières au sein du monde de la recherche en Europe, mais c'est vraiment sur la question de la précarité qu'on s'attaque. C'est vraiment à cette question-là qu'on s'attaque. C'est pas avec le financement par chercheur ou chercheuse Choose Europe qu'on attire des gens qui, normalement, par exemple, quand on est dans le journal, voilà, des contrats à 100 millions de dollars pour les meilleurs chercheurs dans le domaine AI ou l'intelligence artificielle, effectivement, ce n'est pas avec l'argent de Choose Europe Marie Curie qu'on peut attirer cela. C'est plutôt un autre type de profil. Donc, je préfère aussi situer directement le type de profil qu'on attend de voir en termes de recrutement de chercheurs à l'aide de ce mécanisme. Voilà, donc là, vous avez le contexte. Je serais bien sûr heureux d'y revenir plus tard, mais maintenant, l'important, c'est de voir quel est l'objectif. Donc, comme mentionné dans le contexte, l'idée, c'est vraiment de recruter et de former des chercheurs au niveau postdoctoral, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà un doctorat. Ce n'est pas forcément pour des postes ou de postdoc, en leur donnant en fait une visibilité sur leur perspective de carrière après la fin de la période du projet. Et ça, c'est la vraie nouveauté dans Choose Europe. Il y a déjà eu des expériences à différents niveaux, à différents niveaux nationaux, différentes organisations de financement de la recherche qui ont essayé des choses. Donc, on s'est inspiré de tout ça pour vraiment essayer, nous aussi, de proposer en fait une formule qui essaie de casser un peu ce mur de la fin du projet, qui d'habitude correspond à la fin du contrat, et d'essayer de voir comment on peut instaurer plus de stabilité dans les carrières avec un financement tel que celui-ci. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'initiative. L'objectif au-delà de ça, c'est bien sûr de développer et de diffuser des meilleures pratiques ou des pratiques plus intéressantes au sein des organisations et dans le secteur, et de promouvoir des effets structurants. Et en faisant ça, on espère contribuer à notre niveau à s'attaquer au problème de la précarité dans un certain nombre de carrières de recherche. Et bien sûr, ça n'est qu'une partie de la solution, surtout pour un pilote, parce qu'un pilote, c'est juste pour tester une formule. On ne sait pas avec Choose Europe 2025 qu'on peut résoudre le problème. Mais l'idée, c'est de tester des pistes et de voir un peu aussi quel est votre retour. C'est pour ça que ce genre d'événement dans lequel on peut répondre aux questions, mais aussi discuter, est intéressant parce qu'on prend déjà des notes pour voir comment améliorer ce type de mécanisme et de voir s'il a effectivement toute la valeur qu'on pense qu'il a, mais aussi on peut aussi voir comment l'améliorer. Maintenant, plus en pratique, donc les différents éléments constitutifs du pilote sont que donc il s'agit bien d'une action monobénéficiaire. Donc il y a une seule entité juridique établie dans un État membre ou pays associé à Horizon Europe qui peut du coup être bénéficiaire et recruter les chercheurs. Pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu autoriser
l'existence de implementing partners, donc de partenaires de mise en œuvre. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de partenaires qui puissent demander du financement européen ou recruter les chercheurs et les chercheuses, mais les partenaires associés sont autorisés pour ce pilote-là. Donc, bien sûr, et comme dans un co-fund ou dans d'autres types d'actions, il est possible d'avoir des partenaires associés pour soutenir le bénéficiaire dans la provision de formation, pour accueillir pendant une certaine période les chercheurs et chercheuses ou pour tout autre type de ressources. Le maximum budgétaire est à 3,5 millions d'euros par bénéficiaire. Ce financement, donc voilà, et j'en parlerai plus tard, essentiellement disponible pour une première phase, mais l'ensemble de la durée du projet peut s'étaler jusqu'à 6 ans avec des financements pour les chercheurs eux-mêmes. Et là, j'en parlerai un peu plus aussi dans le détail, qui doivent, donc là, c'est-à-dire que le financement du chercheur, que ça vienne de fonds européens ou de cofinancement, doit durer entre 4 et 5 ans. En termes de recrutement, on attend un minimum de 3 chercheurs ou chercheuses recrutés par projet. Et ces personnes recrutées devront bien sûr répondre aux critères de mobilité traditionnels de MSI. Donc, il s'agit de, voilà, dans les passes, de maximum 12 mois dans les 3 années précédentes, ne doivent pas avoir été passés pour travailler ou pour résider sur le lieu où va avoir lieu le projet. Maintenant, qui sont les chercheurs ou les chercheuses éligibles? Donc, ce sont des personnes qui doivent avoir un doctorat et je répète, on n'est pas obligé de dire que leur poste devrait être un poste de postdoc, on peut le présenter de toute manière possible. Ces personnes ne doivent pas avoir été employées de façon permanente par le bénéficiaire au préalable, mais il est possible de les avoir eues comme non permanents au préalable. Et les chercheurs et chercheuses peuvent être de n'importe quelle nationalité et doivent obéir à la règle de mobilité. Maintenant, une des caractéristiques principales de Choose Europe, en fait, c'est sa structuration en 2 phases. Dans la première phase, il y a du financement européen. Dans la deuxième phase, on s'attend vraiment à un financement complètement non européen, ou en tout cas pas par Horizon Europe, en tout cas pour ce pilote-ci. Donc dans la première phase, en fait, il y a un minimum de rémunération qui est à 6 700 € brut, qui est financé directement par le programme Marie Curie. Ceci inclut voilà, le salaire, il y a aussi une possibilité d'avoir en plus de ça des financements supplémentaires pour les besoins spéciaux et pour voilà, le congé à long terme. Je ne sais pas si je traduis très bien, mais vous avez compris. Mais il est bien sûr évident que dès la première phase, il doit y avoir du co-funding, c'est-à-dire peut y avoir du cofinancement, au sens où voilà, si tout l'argent européen passe dans le salaire, du coup, il va quand même falloir financer la formation, les coûts de networking, etc. Ou si vous avez, en tant qu'organisation, du financement déjà pour du salaire dès la première année, il est tout à fait possible d'utiliser au moins une partie du salaire, de compléter voilà, avec le salaire, les montants fournis par le programme Marie Curie pour voilà, donner un salaire encore plus intéressant et garder encore une autre partie pour couvrir par exemple Family Allowance ou encore d'autres éléments comme la formation ou les frais de networking. Donc tout ça, en fait, c'est assez flexible au sein de la première phase. Mais pour vraiment résumer, les 6 700 €, donc c'est ce qui est reçu et ça peut servir à couvrir n'importe quelle catégorie de coûts selon ce que vous avez déjà en place et ce que vous voulez faire. Maintenant, la deuxième phase, c'est la phase dans laquelle le bénéficiaire en fait prend complètement le relais. Il s'agit de maintenir une rémunération attrayante. Alors maintenant, il n'est pas obligatoire que cette rémunération soit à 6 700 €. L'idée, c'est qu'elle soit compétitive localement, donc au niveau national ou régional, selon ce qui est le plus pertinent.
Et l'idée, c'est qu'on ne puisse pas utiliser de financement Marie Curie dans la deuxième phase, parce que l'idée, c'est vraiment de sortir de la logique du financement européen, c'est vraiment de prendre le relais. Donc, en fait, l'idée, c'est que le financement européen aide à prendre un risque en recrutant et en donnant des perspectives à plus long terme en termes de carrière pour la personne recrutée, mais quand même de passer le relais en fait, à l'organisation qui recrute pour qu'elle soit ensuite celle en charge d'assurer la suite de la carrière de la personne recrutée. Maintenant, si on regarde les critères d'évaluation de l'appel à candidature, on retrouve des choses assez connues pour des personnes qui connaissent Cofund notamment. Dans la section excellence, l'idée, c'est vraiment de regarder quels sont les processus de recrutement, de sélection. On va regarder vraiment assez en détail comment tout est fait pour vraiment soit maintenir, soit développer de meilleures pratiques dans les organisations. Donc, c'est vraiment une incitation à faire au mieux. Par ailleurs, on s'intéresse beaucoup aux conditions de travail, à l'environnement de recherche, aux ressources, à la formation proposée, etc. Toutes les opportunités en fait, qui peuvent être proposées du point de vue professionnel. Mais ce qui est vraiment la nouveauté, je pense, de Choose Europe, c'est le troisième critère d'excellence, qui est l'idée qu'il faut offrir des perspectives à long terme concrètes qui s'étendent au-delà de la durée du projet. Et c'est ça qui va être, à mon avis, assez déterminant. Après, je ne suis pas moi-même l'évaluateur, mais je pense qu'étant un caractère distinctif de l'action, ça va être assez important de travailler là-dessus. Et je vais en dire quelques mots un peu plus dans les prochaines pages. Par ailleurs, la qualité et l'ambition des objectifs de recherche, d'innovation ou académique vont être également un critère d'évaluation sous la catégorie excellence. Il y a également, comme vous savez, hein, pour les autres actions Marie Curie, une section sur l'impact. L'idée, c'est pas simplement d'avoir quelque chose qui soit excellent, mais c'est aussi l'idée que le recrutement serve à quelque chose. Il faut que ça réponde à un besoin de ressources humaines bien identifiées, idéalement qui aussi s'insère dans une stratégie, y compris avec différents niveaux régionaux, nationaux ou même européens. Mais voilà, l'idée, c'est pas simplement de recruter quelqu'un, c'est pas simplement de recruter quelqu'un dans un excellent contexte, mais également de démontrer que, il y avait un besoin de recruter quelqu'un de ce gabarit, et de suivre en fait une stratégie, de ressources humaines qui fasse sens. Il y a d'autres aspects, meilleures pratiques, voilà, la mise en œuvre, donc ça, vous connaissez assez bien. Je vais juste attirer votre attention sur le fait qu'on mentionne la Charte européenne des chercheurs et on mentionne notamment COARA, donc le Agreement on Reforming Research Assessment. Donc ça, c'est un document et une initiative clé parce que l'idée, c'est vraiment de voir comment les principes dégagés par COARA, donc ces principes sont intégrés dans le processus de sélection et aussi de progression de carrière des personnes recrutées. Maintenant, si on regarde plus en détail, on va zoomer un petit peu sur certains des critères dont je viens de parler. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des perspectives concrètes de carrière? Alors, bien sûr, tous les pays de l'Union européenne et pays associés à Horizon Europe ne sont pas dans la même situation. Il y a différentes contraintes, ça peut être des contraintes législatives au niveau national ou régional, ça peut être des contraintes budgétaires, donc dans la structuration du budget. Donc bien sûr, on ne s'attend pas à ce que tout le monde puisse offrir un CDI au bout de 3 ans ou 5 ans à leur recrue. L'idée, en fait, c'est premièrement de toujours être en ligne avec la législation nationale. Donc, nous, on ne peut bien sûr pas s'éloigner de ça. S'il y a une législation nationale qui impose des contraintes, ça doit être expliqué dans la proposition, enfin, pardon, dans la candidature. Et justement de voir un petit peu comment on peut offrir des perspectives de carrière concrètes étant donné ces contraintes, hein. Donc ça, c'est bien sûr évalué en connaissance de cause. Donc il faut bien expliquer quelles sont les contraintes et les opportunités offertes par la situation nationale. Ensuite, qu'est-ce qu'on appelle perspective concrète de carrière? Donc en dehors du recrutement direct dans un contrat à durée indéterminée,
Il y a d'autres choses qui peuvent être faites pour montrer qu'on offre des perspectives de carrière concrètes. Par exemple, on peut avoir quelque chose comme un tenure track-like system. Donc, c'est vraiment l'idée de la tenure, je pense qu'on dit share. Mais cette idée, en fait, d'avoir un processus avec différentes étapes qui peuvent comprendre des évaluations et voilà, qui aboutissent à la fin du processus à l'octroi d'un statut ou d'un contrat à durée indéterminée. Donc ça, c'est une possibilité. Dans certains cas, on est obligé au niveau national de passer un concours. On ne peut pas offrir comme ça un poste, stable sans passer par un concours national. Et bien sûr, dans ces cas-là, l'organisation ne peut pas promettre qu'elle aura un poste de cette nature-là à offrir à sa recrue. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on attend, c'est bien sûr que l'organisation mette tout en œuvre pour équiper les candidats et les candidates, les personnes qu'elle recrute, à réussir, pour réussir en fait ce type de concours ou ce type d'examen. Je prends un exemple. Voilà, s'il faut parler néerlandais avant enfin voilà, pour avoir une position à durée indéterminée, comme ça arrive par exemple en Flandre. Nous, on est à Belgique, donc ça nous parle aussi parce qu'ils sont à côté. Eh ben, il faut s'assurer qu'il y ait des cours de langue qui soient donnés avec des aménagements de temps de travail suffisants pour permettre à la personne d'acquérir le niveau requis dans cette langue d'ici au moment où il y aura l'évaluation. Donc ça, c'est un des exemples. Mais bien sûr, on peut penser à des concours beaucoup plus substantiels et pas sur la langue. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer qu'on a fait tout notre possible pour équiper le candidat ou la candidate et lui donner toutes les chances de succès. Maintenant, concernant les rôles, là aussi, on a essayé d'être flexible. L'idée, c'est certes qu'il y ait une dimension de recherche, mais on est tout à fait au courant du fait que dans l'académie, on peut vouloir avoir beaucoup de casquettes et parfois on doit avoir plusieurs casquettes. Ça peut être pour enseigner, ça peut être en tant que scientifique des données, donc data scientist, ça peut être en tant que gestionnaire de projets de recherche, ça peut être pour des rôles beaucoup plus techniques. Donc voilà, l'idée, c'est d'ouvrir un peu la palette des possibilités concernant les rôles qui peuvent être remplis par les personnes recrutées. L'idée, c'est qu'en fait, on réponde à un besoin bien identifié et assez stratégique. Maintenant, il y a des ressources disponibles au cas où vous avez besoin de sources d'inspiration. Par exemple, là, je donne un lien vers un projet financé par la Commission européenne sur des carrières soutenables pour les chercheurs. Et donc, il y a eu en fait toute une étude faite sur les différents principes qui sous-tendent les tenure track-like models. Donc, c'est modèle voilà, menant ensuite à un processus voilà, à l'obtention d'une chaire. Et là, vous voyez que donc il y a pas mal de principes qui peuvent être pris en compte et qui peuvent du coup servir de source d'inspiration pour un programme de recrutement Choose Europe. Mais bien sûr, on ne vous oblige pas à regarder ça. C'est une des sources d'inspiration dont vous pouvez voilà, vous inspirer. Kohara, dont j'ai déjà parlé, voilà, ça c'est vraiment essayer de voir comment intégrer les principes de base de Kohara dans un programme comme le vôtre. Kohara, vraiment, l'idée c'est de faire évoluer pour le mieux les pratiques d'évaluation de la recherche et des chercheurs et des chercheuses, avec 4 engagements phares. Premièrement, reconnaître la diversité des contributions. Voilà, s'il y a autre chose que la recherche qui est demandée, il faut que ce soit reconnu. Par ailleurs, regardez aussi comment utiliser les indicateurs qualitatifs par rapport aux indicateurs quantitatifs dans l'évaluation. Éviter tout usage inapproprié des unités de mesure de la publication, que ce soit sur voilà, l'impact du journal ou sur le nombre de publications, par exemple. Bien sûr, il y a des usages appropriés. Voilà, il y a un certain nombre de pistes qui sont données par Kohara sur comment juger de tout ça. Et éviter d'évaluer les chercheurs et chercheuses sur la base des institutions dans lesquelles ils et elles ont été formés. Je vais maintenant passer à mon dernier slide. Donc, l'appel à candidature ouvrira officiellement le 1er octobre 2025 et fermera le 3 décembre 2025 pour un budget de 22,5 millions d'euros. Donc ça, c'est bien sûr un pilote. On ne va pas changer le monde académique ou le monde de la recherche avec 22,5 millions.
mais on peut déjà recueillir tout un ensemble de retours et voir comment fonctionnent les choses en pratique pour ensuite voir si c'est une approche qui mérite d'être poursuivie dans le futur. En termes de calendrier indicatif, l'évaluation va se tenir jusqu'à février 2026 et on s'attend à une annonce des résultats d'ici à avril 2026. Mais tout ça est indicatif. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vais maintenant arrêter de partager les slides. Bien sûr, je pourrais revenir sur des slides si vous êtes intéressé, mais je suis ouvert à toute question que vous pourriez avoir. Merci beaucoup, Robin, pour cette présentation qui me paraît très complète. Pour l'instant, il n'y a qu'une question dans le chat, une question qui concerne la définition donc, du chercheur éligible au recrutement dans le cadre de Choose Europe for Science, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une période maximale imposée après la soutenance de thèse, comme par exemple dans le postdoctoral fellowships, ou est-ce que c'est plutôt sur le modèle de co-fund Non, il n'y a pas d'âge scientifique, donc c'est tout à fait ouvert. Merci beaucoup. Merci. Voilà, il y a d'autres questions qui arrivent. Conséquences, oui, si le boursier démissionne après 3 ans, par exemple, est-ce qu'il y a des conséquences pour l'établissement? Non, parce que c'est le boursier qui choisit. Donc, ce n'est pas des bourses, hein, c'est vraiment, ils doivent avoir un contrat de travail. Mais effectivement, si c'est la personne recrutée qui décide de partir, c'est son choix et l'organisation ne peut rien faire. Donc, on ne peut pas se retourner contre l'organisation. Merci. Effectivement, c'est très important à savoir. Alors, ensuite, une autre question, le fait de limiter à minimum 3 postes par projet est très limitant pour les petites structures qui seraient prêtes à préparer une réponse pour 1 ou 2 postes. Est-ce que c'est ajustable? Pour ce programme de travail-là, c'est pas ajustable, donc c'est déjà publié. Après, on peut voir, bien sûr, je pense pour le futur, mais il me semble que pour des raisons de mise en œuvre, l'Agence exécutive européenne pour la recherche nous étranglerait si, voilà, on mettait pas une certaine limite, voilà. C'est aussi une façon aussi de limiter le nombre de propositions pour cette action-là. Effectivement, oui. Et pour vous aussi et votre établissement, parce que c'est au niveau du fonctionnement, c'est quand même assez proche des co-funds, j'ai l'impression. Et monter tout un programme juste pour 1 ou 2 postes, c'est peut-être un peu beaucoup de travail. Donc même nous, on vous conseillerait plutôt de proposer plus de 3 postes, si je peux me permettre. Merci pour la présentation. 6 700 est-il un montant chargé ou le montant touché par le chercheur? Alors, je peux déjà répondre. C'est un montant chargé, effectivement, comme tous les autres coûts unitaires dans les MSc. Faut-il le label HRS4R pour candidater? Non, 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 c'est juste que c'est un peu plus simple si vous l'avez déjà, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de vérifications qui sont du coup pas faites, mais c'est pas obligatoire. Merci. Merci, Robin. Alors, les questions arrivent et il y en a de plus en plus. Y a-t-il des thématiques en tension, y a-t-il des thématiques plus en tension que d'autres? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question, Adil Bakayan, parce qu'il s'agit d'un Oui, programme bonjour. blanc. Oui, bonjour, Oui, peut-être que vous bonjour, pouvez bonjour. préciser. Oui. Désolé, hein. Désolé. En fait, en gros, ouais, c'est un programme blanc. Je voulais savoir côté commission s'il y a des thématiques en tension qui sont particulières, qui vont attirer un peu particulièrement l'attention, ou c'est vraiment, vraiment, du coup, on regarde pas ce côté-là, cet aspect. Je peux répondre. Donc on reste un programme bottom-up, hein, aussi pour Choose Europe, c'est-à-dire que nous, on met pas de priorité thématique, donc vous pouvez venir avec vos priorités. Maintenant, ce que je sais, c'est que si vous, votre financement pour utiliser Choose Europe, votre cofinancement, il est lui-même thématique, ça c'est tout à fait acceptable. C'est-à-dire si vous savez que vous avez plus de budget pour vous occuper d'une certaine thématique et que grâce à ça, vous pourrez cofinancer de choses Europe, ça c'est tout à fait possible. Mais de notre côté, nous, on ne va pas vérifier ça.
Il faudra juste que voilà, vous démontriez en fait un impact sur votre organisation et un peu plus largement, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, selon comment vous justifiez. Donc, merci beaucoup. Bonjour, est-ce que je peux poser une question à la suite de celle-ci, s'il vous plaît? Oui. Peut-être est-ce que ça rejoint le fait que sur le programme ANR sur Choose Europe, il n'y a pas de SHS? Donc là, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a... Enfin, j'imagine que le budget, il y a toujours une répartition qu'on voit, par exemple, pour les autres Marie Curie, où on voit un petit peu à la suite, hein, bien sûr, des candidatures, le nombre par discipline ou plutôt par champ disciplinaire. Est-ce qu'il y a quand même ça rejoint la précédente question, une priorité sur certains domaines de recherche fondamentale, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'en SHS aussi, il y a une chance d'obtenir ce type de financement? Alors, peut-être juste pour préciser qu'il ne faut pas faire de parallèle avec Choose France, avec le programme de l'ANR. Donc, c'est très différent. Et donc, comme Robin vous a déjà dit, c'est un programme blanc. Donc, peut-être que vous pouvez le redire, mais il n'y a pas de sujets plus prioritaires que d'autres sur ces Merci appels. beaucoup. Merci beaucoup. Et les SHS sont tout à fait les bienvenus pour candidater. Et si je peux me permettre, Robin, mais peut-être que vous pourrez le confirmer, je suppose que ce sera comme les autres actions, c'est-à-dire que le budget, est alloué par panel en fonction du nombre de candidatures. Donc, dans toutes les autres actions, c'est comme ça. Il y a pas on ne privilégie aucune thématique. Donc, en fait, plus il y a de candidatures, plus on va allouer du budget sur ce panel-là. Mais donc, les SHS ne sont absolument pas lésés dans l'histoire. Oui, absolument. Donc, il n'y a pas de priorisation d'un certain thème ou d'une certaine discipline. Et d'ailleurs, alors, ça a vérifié avec REA, bien sûr, avec l'Agence exécutive européenne pour la recherche. Mais pour l'instant, l'idée, c'est même qu'il n'y ait qu'un seul panel pour Choose Europe, mais c'est à voir. On va voir si on a besoin de plus de panels. Merci beaucoup. Oui, et donc il y avait effectivement une autre question, justement, si vous pouvez peut-être revenir là-dessus sur les panels. Faut-il indiquer un panel d'évaluation comme dans un DN ou un PF? Est-ce qu'il y aura 8 panels et messiers qu'on connaît déjà? Non. Aussi, autant que je puisse le dire, je pense que ce n'est pas le cas. Je vais vérifier, mais il me semble qu'il n'y a effectivement pas cette configuration-là. C'est-à-dire, en fait, est-ce que tous les projets vont être évalués ensemble ou est-ce qu'il y a des panels scientifiques qu'on pourra Il me semble qu'ils sont évalués ensemble. ensemble? OK. Oui. Donc il n'y a même pas de répartition par panel. Oui, parce qu'en fait, la partie, comment dire, l'essentiel des critères d'évaluation, c'est vraiment sur la logique en fait du recrutement, des perspectives de carrière. Alors, il y a une dimension scientifique, mais elle est pas aussi dominante que pour un doctoral network. C'est vraiment sur le reste que voilà, on trouve l'identité de Choose Europe. OK, merci beaucoup. Alors, une autre question, il y a beaucoup de questions, c'est bien. Donc, est-ce que cet appel à projet est ouvert aux entreprises? Et si oui, est-il réaliste d'imposer le recrutement de 3 doctorants, enfin, c'est pas doctorants, attention, c'est des post-doctorants, minimum? Bon, peut-être bon, c'est une question qui a déjà été un peu, un sujet qui a été abordé concernant le minimum, mais bon, vous pouvez peut-être apporter un complément de réponse. Oui, non, bien sûr. Donc c'est ouvert, bien sûr, à tout type d'organisation, y compris privée. Je pense que là, l'idée, c'était peut-être sur des startups ou des SMI, des choses comme ça. Et dans ces cas-là, je comprends, non seulement une question sur la taille, mais aussi sur la durée. Donc ça, je vois très bien. La manière dont l'initiative a été imaginée, en tout cas sous Marie Curie, pour cette action-là, c'est vraiment, on pense vraiment en carrière académique, même si, bien sûr, ça peut être utile au-delà. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres initiatives qui sont en cours d'élaboration ou élaborées sur les startups et scale-up, tout un ensemble de choses qui font aussi partie de la famille Choose Europe. Donc, il ne faudrait pas tout attendre de cette initiative précise parce qu'il y a d'autres instruments qui sont en développement pour d'autres types de recruteurs. Mais en tout cas, oui, bien sûr, les organisations privées sont éligibles.
Et voilà, la question c'est de voir est-ce qu'elle trouve ça suffisamment intéressant pour candidater. Merci. Merci, oui. Et après, si vous êtes une entreprise et si vous souhaitez recruter qu'un seul postdoc, peut-être que c'est plus intéressant dans ce cas-là de candidater à Postdoctoral Fellowships plutôt que à Choose Europe. Donc là, effectivement, l'intérêt, c'est de proposer plusieurs postes. Alors, une autre question, donc peut-être demande de précision par rapport au processus aux règles de sélection. Donc, on demande si les chercheurs doivent-ils être identifiés en amont ou s'il est possible de candidater pour lancer un appel à candidature ensuite. Là, il faut que je vérifie. De ce que moi j'ai compris, l'idée c'est en fait de faire un appel à candidature parce qu'il doit y avoir en fait un processus de recrutement ouvert, transparent, etc. Donc ça m'étonnerait qu'on puisse s'identifier comme dans PF. Donc je suis presque sûr qu'effectivement ils ne doivent pas être identifiés d'abord. C'est plutôt on va vouloir peut-être identifier un type de recrue, mais peut-être pas une personne en particulier. Voilà. Je suis presque sûr que c'est ça, mais Eugénia, peut-être vous pouvez. Oui, peut-être, oui. je suis aussi quasiment sûre que c'est ça. Après, peut-être que la question elle porte sur les encadrants et pas sur les. Oui, est-ce que la personne qui a posé cette question, vous pouvez allumer votre micro et préciser si votre question porte sur les chercheurs qui seront recrutés ou plutôt sur leurs futurs encadrants? Il n'y a pas de micro qui se débloque. Non. Ah, il n'arrive pas à l'allumer. Ok, Zut. bah si vous pouvez nous dire juste dans le chat. Oui, des candidats. Non, enfin, en général, c'est l'idée. Robin, vous avez tout à fait raison. Donc, c'est pas du tout l'idée d'avoir identifié les chercheurs en amont. Donc, l'idée, c'est de monter un programme et après, vous publiez un appel à candidature ouvert, transparent et basé sur le mérite, un peu sur le même principe que les co-funds. Alors, les personnes qui viennent de nous rejoindre, merci d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Ah, une question intéressante qui vient tout juste d'arriver. Est-ce que les chercheurs dans le domaine nucléaire couverts par le programme Euratom sont éligibles? Alors là, je vais revenir vers vous. Il faut que je relise les règles Horizon Europe là-dessus. Je ne sais plus. Eugénia, peut-être que vous savez, mais moi, je ne sais plus. Moi, je dirais que non, parce que dans les Ouais. autres actions MSCA, que ce soit les Doctoral Network ou les co-funds, ils ne seront pas éligibles justement parce que ils sont censés être couverts plutôt par le programme Euratom. Et dans tout le programme MSCA, c'est que Postdoctoral Fellowships qui ont un budget spécifique dédié au financement de candidatures dans ces domaines. Donc c'est bon, vous avez répondu alors. Merci beaucoup pour la réponse. Merci beaucoup Robin pour toutes ces précisions. Maintenant une question un peu plus technique concernant la manière de présenter le budget de la phase 1 et 2. Est-ce que il faut présenter comment se présentent les deux phases dans le proposal? Donc la question est juste comment se présentent les deux phases dans le proposal, mais nous, on serait aussi dans le PCN curieuse de savoir comment il faut présenter le budget de la phase 2. Est-ce qu'il faut décrire dès le montage le salaire qui sera proposé pendant la phase 2? Et si c'est par exemple la préparation au concours qu'on va offrir aux candidats, est-ce qu'il faut aussi préciser dans ce cas-là le salaire qui est offert aux personnes recrutées par voie de concours. Désolé, c'est une question à plusieurs sections. Et aussi, si on recrute par exemple 3 chercheurs dans le cadre de notre programme, est-ce qu'il faut ouvrir 3 postes au concours dans ce cas-là, minimum?
Merci pour toutes ces questions. Alors, concernant, oui, alors je pense que effectivement le mieux c'est d'être le plus transparent possible sur l'ensemble des opportunités ouvertes, donc aussi bien le salaire, donc la première phase, parce que d'ailleurs le salaire peut être au-dessus de 6 700 si vous arrivez à apporter encore plus de cofinancement. Le salaire donc pour la deuxième phase doit être spécifié. En tout cas, c'est vraiment important de pouvoir donner une indication assez claire sur à peu près sur les montants. Je ne sais pas si ça doit être absolument précis, mais à mon avis, il faut quand même pouvoir donner une indication assez claire parce que les candidats eux-mêmes, quand ils vont poser leur candidature pour le poste, doivent avoir une visibilité de l'ensemble des perspectives ouvertes pour eux. Donc non seulement la première phase, mais aussi ce qui se passe ensuite. Comme ça, ils peuvent savoir s'ils veulent s'engager dans cette organisation-là et les perspectives de carrière. Et bien sûr, si elles sont des personnes internationales, elles doivent aussi avoir des indications sur voilà, quel genre de salaire on a une fois qu'on a réussi le concours, si on a réussi le concours. Donc moi, je dirais oui, en fait, à l'ensemble des questions. C'est-à-dire qu'il faut être le plus transparent possible sur les perspectives ouvertes. Et concernant le nombre de postes au concours, donc si la seule voie qu'on peut proposer, c'est passer un concours, oui, il faut effectivement qu'il y ait 3 postes ouverts pour les personnes. Donc c'est, à mon avis, c'est l'idée, qu'ils puissent avoir une chance de réussir s'ils remplissent les critères d'évaluation, même si c'est effectivement quelque chose qu'on devrait peut-être clarifier, à mon avis, parce que à quel point est-ce que donner une chance, enfin voilà, quelles sont les chances de succès qui doivent être proposées, mais vu la philosophie en fait de Choose Europe, je pense qu'on va plutôt vers la sécurité en disant qu'il faut qu'il y ait quand même une place par personne qu'on propose au concours. Ok, merci. Moi, j'ai juste une micro-question liée, Oui. si c'est Je possible. crois que j'ai été déconnecté, pardon. On Allez-y. vous entend, mais haché. Mais est-ce que, toujours par rapport à cette phase 1, phase 2, Zut. comment on va les appeler, mais est-ce qu'on peut envisager de les inverser? C'est-à-dire qu'on fait les 2 premières années avec le financement de l'établissement et puis les 2 ou 3 ans avec le financement européen après? Parce que le financement est déjà disponible au niveau de l'établissement. Donc, est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait un switch? Alors, merci beaucoup pour la question. Je crois que j'ai compris la question, mais je crois que j'ai des problèmes de connexion parce que c'était un peu haché. Des fois, je me déconnectais. Donc, Ah, mes zut. excuses si vous m'avez pas. Oui, il y a des problèmes de connexion, je confirme. Oui, je sais pas. Je vais essayer de continuer. On va voir si ça tient. Je vais croiser les doigts. Mais j'ai compris que la question, c'était si on peut inverser en fait le calendrier et avoir d'abord le Oui. financement par l'organisation et ensuite par l'Union européenne. Pour ce programme de travail-là, il me semble que ce n'est pas possible, mais c'est une question qu'on nous a posée effectivement pour la suite. Mais je prends note. Si jamais ça change, je vous dis parce que c'est une question qu'on a discutée récemment. Donc je vais vérifier quand même. Mais pour celui-là, il me semble que ce n'est pas possible. Il y a vraiment clairement Ok. dans le programme de travail, première phase, deuxième phase. Merci. Merci. Alors, il y a aussi une question sur une, donc effectivement, il n'y a pas de donc le financement, il y a un financement pour la phase 1 et pour la phase 2, qui n'est pas donc le financement, comme vous avez précisé, de la phase 1 ne peut pas être utilisé pour la phase 2. Et donc, il n'y a pas de implementing partners. Et est-ce que, en revanche, donc la question a été posée, peut-être que vous pouvez aussi allumer le micro et préciser pour ça, est-ce qu'un cofinanceur est admissible en phase 2? Est-ce qu'un cofinanceur, peut-être un cofinanceur peut participer en tant que partenaire associé? Parce qu'il me semble que les partenaires associés, quant à eux, ils sont autorisés. Je me permets parce que c'était ma question. Oui, Bonjour. oui. Oui, c'est parce que tout à l'heure, vous spécifiez qu'il était possible, comme cofinancement, d'apporter un financement extérieur en dehors du Marie Curie. Si je ne me trompe pas, vous avez parlé éventuellement d'un autre appel européen, un autre appel national. Je voulais savoir si j'avais bien compris et si ce cofinancement-là était disponible, il était possible de l'utiliser en phase 2 pour supporter l'établissement. Merci beaucoup pour la question. Alors, concernant justement le cofinancement, il est possible d'avoir du financement par ailleurs, donc voilà, enfin, voilà, pour avoir le budget nécessaire pour la deuxième phase
et même pour la continuation du recrutement des chercheurs et des chercheuses. Ce financement ne peut pas venir d'Horizon Europe, en tout cas pour ce pilote-ci, ce cofinancement, en tout cas tel que le programme de travail est écrit. Quand on voit cofinancement, il y a marqué autre source de financement que Horizon Europe. Donc, tel qu'on le lit pour l'instant, ce n'est pas possible. On est en discussion notamment avec tous nos partenaires pour vraiment clarifier cette question, mais la première lecture, c'est que ce n'est pas possible. Par contre, bien sûr, vous pouvez trouver peut-être des financements par les fonds de cohésion ou des financements nationaux ou peu importe d'où vous les trouvez, ça bien sûr. Mais le bénéficiaire reste responsable en fait du financement et de la voilà de la carrière en fait de la personne qu'ils ont recrutée. Donc ça veut dire que même si vous avez un partenaire associé, voilà, il peut y avoir un appui d'une manière ou d'une autre, mais c'est vraiment le bénéficiaire qui va être responsable de s'assurer que le financement est là et qu'il continue dans la durée et que des perspectives sont ouvertes. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question. Dites-moi si vous voulez qu'on approfondisse. Non, ça répond complètement. Merci beaucoup. Et juste pour être sûr, donc vous confirmez que les partenaires associés peuvent apporter du cofinancement en phase 1 et aussi en phase 2 du coup. C'est pas uniquement le bénéficiaire, il est responsable évidemment, mais est-ce que le cofinancement peut être apporté par les partenaires associés qui vont recruter du coup aussi, si je comprends bien Alors, la manière dont le pilote a été écrit, en tout cas dans le programme de travail, c'est que le bénéficiaire est l'organisation qui recrute. Ah, donc les partenaires associés n'ont pas le rôle d'implementing partner, un peu comme sur... c'est pas possible de recruter si on n'est pas le bénéficiaire. Mais maintenant, bon, après, je dis ça sous le contrôle d'éventuelles actions par les personnes qui auraient étudié ça d'un point de vue juridique, mais après, s'il y a du financement qui est donné par un financeur au bénéficiaire, bien sûr, le bénéficiaire il trouve son financement où il peut. Donc, si ça marche comme ça, tant que le bénéficiaire est l'organisation de contact pour l'agence exécutive, à mon avis, voilà, la question de savoir qui donne l'argent au bénéficiaire, pour nous, c'est pas forcément si déterminant. Mais je vois Eugénia qui n'a pas l'air complètement d'accord, donc je vais peut-être vous laisser compléter. Non, il n'y a pas de souci. Non, c'est juste, excuse-moi, j'étais en train de regarder les questions dans le chat. C'est pour ça que j'avais une expression un peu. Vous n'étiez pas d'accord avec les questions, alors pardon. Merci beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup d'intérêt pour cette action et il y a de nombreuses questions qui arrivent. Alors, peut-être pour revenir sur les questions concernant les postes ouverts au concours et l'obligation de... donc, il y a eu des commentaires par rapport au fait qu'on ne peut pas savoir en avance si les personnes vont réussir ce concours ou pas. Et est-ce qu'il faut minimum, donc que le nombre de chercheurs recrutés corresponde au nombre de postes ouverts au concours. Donc, pour la deuxième partie, il me semble que vous avez répondu que oui, Robin, que si on ouvre des postes au concours, il faut qu'il y ait autant de postes que de chercheurs que vous avez recrutés. Mais après, évidemment, si c'est un recrutement national, il peut y avoir beaucoup plus de candidats en deuxième phase qui vont candidater évidemment à ces postes. Donc, on suit nos procédures internes. Et en revanche, si par malheur, les chercheurs recrutés avec Choose Europe ne réussissent pas son concours, mais en revanche qu'ils ont été préparés et que l'établissement peut prouver qu'ils ont été préparés, voilà, peut-être que vous pouvez préciser la réponse sur cette question. Est-ce que ce serait pénalisant pour l'établissement si le chercheur a été préparé au concours, mais finalement, ce n'est pas lui qui l'a obtenu? Non, merci beaucoup pour cette question. Donc, je vais essayer de clarifier la question des concours. Et bien sûr, je reviendrai vers vous par écrit si j'ai besoin de compléter avec mes collègues. Mais en fait, quand on se met dans la peau d'un évaluateur et qu'on voit qu'il y a 3 postes qui sont proposés pour Choose Europe par une organisation et qu'on sait dès le départ que sur les 3, il n'y en aura que 1 ou 2 qui pourront avoir des perspectives de carrière, c'est pas tellement que c'est une obligation d'avoir 3 postes ouverts au concours pour 3 recrutés. C'est juste qu'on sait dès le départ qu'on ne pourra pas offrir de perspectives de carrière concrètes aux 3. Donc c'est pour ça que je dis, à mon avis, il faut quand même qu'il y ait suffisamment de débouchés pour le nombre de personnes qu'on propose de recruter sous Choose Europe. C'est comme ça que je l'analyserai. Ce n'est pas une question d'obligation, c'est plus comment ça va être apprécié par les évaluateurs. Donc ça, c'est ma réponse à la première partie de la question.
Maintenant, si on peut montrer qu'on a mis tout en œuvre pour préparer les candidats, les candidates, et qu'à la fin, ça ne marche pas, bon, bah, c'est comme ça. L'idée, c'est que tout était clair dès le départ. Il faut vraiment être transparent dès le départ. Il faut avoir mis tout en œuvre pour que ce soit un succès. Mais si ça ne l'est pas, bon, ça arrive. Et on ne pourra pas vous en tenir rigueur. Merci pour cette précision. Moi, j'ai l'impression que c'est assez clair. Alors, il y a aussi plusieurs questions au sujet de implementing partners et d'autres partenaires qui recrutent. Donc, peut-être, voilà, juste repréciser que dans cet appel pilote, il n'y a pas de implementing partners. Donc, la seule entité dans un programme, enfin, dans un projet que vous soumettez, qui peut recruter, c'est le bénéficiaire. Voilà, donc ça va peut-être changer plus tard. Pour l'instant, je n'en dis pas plus, mais pour ce pilote 2025, il n'y a pas de Implementing Partners, malheureusement. Je confirme. Alors, merci Robin. Une question, est-ce qu'en termes de recrutement long terme de chercheurs post-projet, il est possible de mettre en avant des contrats CDI au lieu des concours nationaux? Est-ce que c'est moins bien d'offrir des CDI plutôt que des concours nationaux? Non, pas du tout. Non, l'idée, c'est d'avoir une stabilité de carrière, donc ça peut prendre différentes formes. Merci. Après, Effectivement, je doute sincèrement qu'on puisse sortir des CDI à tour de bras à la place des concours. Parce que les CDI, enfin, sauf erreur de ma part, mais je pense que c'est pris. Enfin, plus on prend des CDI, moins on a de postes au concours. Enfin, je pense que c'est les mêmes poules à l'arrivée, donc on ne pourra pas en sortir autant que ça, hein. Enfin, ce n'est que mon avis personnel et à vérifier. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais voilà. Oui, effectivement, donc au niveau des règles plutôt nationales, ça risque de poser problème. Mm. Mais comme Robin vous a bien expliqué dans sa présentation, il y a plusieurs possibilités. Donc ça peut être aussi des postes en CDD, même si l'objectif quand même, in fine, de ce dispositif, c'est de vous de proposer des postes pérennes et des carrières pérennes aux chercheurs. Et donc, peut-être qu'il faut voir ce dispositif aussi comme une sorte de phase amont pour un recrutement de chercheurs de haut niveau, de grande qualité, en poste permanent. Donc, si vous savez que vous allez avoir un certain nombre de postes au concours ou un certain nombre de postes pérennes à proposer, donc ça, pour vous, ce dispositif, c'est aussi une possibilité d'avoir comme une première phase où vous pouvez attirer des chercheurs et peut-être aussi juger de la qualité de leur candidature pour ensuite les recruter en seconde phase. Des questions techniques aussi qui arrivent. Est-ce qu'il est possible de faire 2 appels dans le cadre du même programme? C'est-à-dire, comme le programme est sur 6 ans, peut-on recruter, par exemple, d'abord une cohorte et après une deuxième cohorte? Ça, il faudra que je vérifie avec les personnes en charge de la mise en œuvre, mais il me semble que tant qu'on reste dans les limites de la durée, donc qui était de 6 ans, et qu'on donne bien 5 ans ou 4 ans selon la formule aux chercheurs et chercheuses, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais il faut voir effectivement avec l'autorité en question. Merci. Ensuite, donc par rapport aux sujets de recherche qui sont proposés, est-ce qu'il faut déjà définir les sujets exacts dans la proposition, comme par exemple dans Doctoral Networks ou Postdoctoral Fellowships, ou est-ce que c'est plutôt dans la logique des co-funds, il faut définir un sujet global et laisser de la souplesse aux candidats pour qu'ils puissent eux-mêmes proposer leur sujet de recherche? Oui, merci. Effectivement, c'est comme dans CoFund, hein, donc Choose Europe s'insère dans la matrice CoFund, donc là aussi, en fait, on suit la matrice CoFund. Merci, merci pour cette précision, Robin. Donc effectivement, oui, vous pouvez définir les grandes thématiques. Ça peut s'inscrire dans la logique de votre site, un seul sujet global ou plusieurs sujets, parce qu'il faut effectivement que vos laboratoires soient aussi en capacité d'accueillir ces chercheurs. Mais non, effectivement, il ne faut pas de sujet prédéfini. Alors, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que j'oublie quelque chose
Est-ce que Morgane, Vanessa, vous avez noté d'autres questions? Peut-être, oui, sur les questions de budget. Mm. À quoi Oui, si vous je pouvez prends- respécifier à quoi correspond les 6700 parce que plusieurs souhaitent savoir si dedans c'est inclus les frais de recherche, comme on aurait sur d'autres actions, des research, training and networking, ou est-ce que ça inclut des management costs, Qu'est-ce qu'il y a dans ces 6700? Oui, merci beaucoup. Donc les 6700, donc c'est le minimum de rémunération brute qui doit être donné aux personnes recrutées. Mais si vous avez du cofinancement, ça peut couvrir n'importe quel autre poste. Donc c'est-à-dire qu'a priori, vous pouvez juste simplement donner ça comme salaire brut et vous couvrez vous-même tout ce qui est frais de gestion, frais de formation, etc. Ou bien, voilà, vous financez vous-même une partie du salaire et vous utilisez le reste pour couvrir les autres postes de dépenses. Donc, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez faire. Mais a priori, voilà, ça n'inclut pas de management cost, des choses comme ça, parce que voilà, c'est vraiment un modèle de cofinancement. Mais voilà, si vous cofinancez le salaire, bien sûr, vous pouvez utiliser l'argent européen pour aussi utiliser d'autres postes. Alors, laissez-moi juste vérifier pour être sûr que ça, je ne dis pas de bêtises sur le management cost, mais j'ai juste ça ouvert ici. En fait, c'est le temps que vous regardiez, mais c'est le Oui, même cost of managing mécanisme the que action and indirect costs are covered. So, exactement. Donc, c'est bien, je confirme ce que je disais. Ça peut couvrir n'importe quel poste de dépense lié à ce recrutement. C'est ça, et au final, c'est le même mécanisme que le co-fund, où Oui. on nous disait, vous avez un minimum on vous donne tant, qui doit Oui. être la rémunération minimum. Après, si vous avez déjà un financement, vous pouvez l'allouer comme vous voulez, mais c'est ce que vous devez servir au minimum. Donc, c'est vraiment le même mécanisme pour le coup. Exactement. Alors, il y a une question qui vient tout juste d'arriver Ouais. pour savoir si l'établissement, c'est le labo ou l'université, donc à laquelle on doit pouvoir répondre. Donc, c'est comme dans tous les autres projets Horizon Europe et MSC. Donc, c'est l'entité légale autonome qui porte le projet. Donc, les laboratoires, en France, ce ne sont pas des entités légales autonomes. Donc, c'est la tutelle qui va porter le projet. Donc, c'est soit l'université, soit l'organisme de recherche, ou alors ça peut être aussi une entreprise, par exemple. Mais ce n'est pas le laboratoire. Alors, si on a oublié votre question que vous avez posée dans le chat et qu'on ne l'a pas posée à Robin, n'hésitez pas à soit nous la reposer dans le chat, ou peut-être le mieux, c'est encore de lever la main et de la poser de vive voix. Alors, une question qui vient d'arriver de Nicolas Auger du CEA. Au-delà du montant de 6 700 € qui est supérieur à CoFund, quels sont les avantages pour les organismes qui candidatent par rapport aux appels CoFund postdoctorants et postdoctoral fellowships? Pour moi, ce sont des actions un petit peu différentes, même si bon, il y a bien sûr des chevauchements. Postdoctoral Fellowship, c'est vraiment identification déjà du chercheur ou de la chercheuse avec le projet, etc. Donc c'est pas autant focalisé sur les mécanismes de recrutement, de perspective de carrière à plus long terme, etc. Et pour CoFund, voilà, comparaison avec CoFund Postdoc. Oui, là, on a quand même des montants plus intéressants. Là, je dirais que c'est surtout au niveau c'est pas le même esprit, en fait. Pour CoFun, on est vraiment dans la logique du projet. Voilà, on a quelque chose à faire dans la période du projet. Pour Choose Europe, l'idée, c'est vraiment d'offrir des perspectives de carrière à plus long terme. Donc, pour moi, c'est quand même assez différent. Maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que ça correspond, est-ce que l'un correspond mieux à vos attentes et à votre stratégie que d'autres? Donc, ça dépend un petit peu de l'organisation que vous représentez, je pense.
Effectivement, dans un Choose Europe, vous recruterez moins de chercheurs que dans un co-fund, mais en revanche, c'est plus pour des chercheurs que c'est attractif parce que vous leur offrez des conditions de carrière beaucoup, enfin des conditions de salaire et des perspectives de carrière plus intéressantes. Et à ma connaissance, ça fait aussi suite enfin la mise en place de cette action fait notamment suite des sondages auprès des anciens lauréats et messiers qui constataient que dans les co-fonds, les salaires et les conditions en général sont beaucoup moins intéressants que notamment dans postdoctoral fellowship. Et l'idée, c'est voilà, de proposer quelque chose un projet, un programme à plus grande échelle, pas un programme individuel comme postdoctoral fellowship, mais qui propose des conditions de salaire presque au niveau des postdoctoral fellowship, voire plus intéressant parce que l'idée derrière, c'est d'avoir des postes pérennes. Alors, Adil Bakayan, vous avez levé la main. Oui, bonjour. Me revoilà encore. En fait, c'est par rapport à une question que j'avais posée, mais je pense que ça a été peut-être répondu de manière partielle. C'est par rapport au projet de recherche dans le proposal. Alors, ma question alors, vous avez bien parlé, Urbain, du fait que c'est plutôt axé sur le processus de recrutement, voilà, comment les chercheurs vont s'intégrer sur le long terme. Et ici, ce que j'aimerais savoir, c'est que dans le montage du projet, on va parler bien évidemment de la page d'excellence scientifique. Est-ce qu'il faut proposer, si on dit, allez, on recrute 3 personnes, est-ce qu'il faut préciser les 3 sujets de recherche? Ou est-ce qu'il faut rester sur un sujet global et dire que voilà, ces trois chercheurs ils travailleront, on reste vague. Je ne sais pas dans quel niveau de granularité il faut rentrer dans le côté technique scientifique, quoi. Et est-ce qu'on doit aussi dire voilà on doit parler de nos laboratoires, de dire voilà on a des laboratoires de notoriété machin qui vont travailler sur tel. Voilà. Dans quel type de granularité il faut présenter la partie excellence scientifique? Merci beaucoup pour la question. Je vais essayer de répondre en essayant de montrer qu'il y a 2 perspectives possibles, en fait. La perspective du sujet très concret, c'est quand on veut recruter le chercheur. Donc là, voilà, c'est une possibilité. On a ça dans un postdoctoral fellowships, par exemple. Mais pour Choose Europe, en fait, la perspective, c'est vraiment celle de l'organisation. Donc l'idée, c'est pas exactement de dire, voilà, on a besoin d'un chercheur qui travaille exactement sur ça. C'est de dire, on a des besoins de ressources humaines renforcés avec un recrutement de très grande qualité dans tel domaine, parce qu'on a tels avantages par ailleurs, parce qu'on a telle structure par ailleurs. Et donc, on a besoin de recruter quelqu'un avec un profil que vous pouvez définir du coup de façon plus ou moins précise, mais par rapport aux besoins de l'organisation. Donc, ce n'est pas comme dans un PF où vraiment on va définir le sujet, c'est vraiment par rapport aux besoins de l'organisation que vous devrez justifier un petit peu l'avantage et aussi l'excellence dans laquelle va s'insérer le projet d'excellence dans lequel va s'insérer le ou la chercheur ou la chercheuse. Donc, c'est vraiment comme ça que je répondrais. C'est en partant de la perspective de l'organisation, des besoins, de la stratégie et de comment en fait un recrutement peut s'insérer dans une stratégie d'excellence. Donc, je ne sais pas si ça répond maintenant à votre question, mais c'est comme ça que je répondrai pour le moment. Oui, je comprends mieux. Ouais, merci. Oui, Frédéric, il y a notre main levée. Vous pouvez poser votre question. On ne vous entend pas. Il faut allumer votre micro. J'oublie toujours, oui, excusez-moi. Ouais. Je rebondis sur la réponse. Si l'angle est bien l'organisation et pas le sujet, je reformule ma question sur le domaine du nucléaire de tout à l'heure. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'un thermohydraulicien, peu importe le sujet sur lequel il va travailler, est-ce que je suis du coup éligible ou pas pour le projet? En gros, est-ce que parce qu'un organisme de recherche fait de la recherche dans le nucléaire, il est exclu d'office ou est-ce que c'est plus subtil que ça?
Voilà. Bon, si vous n'avez pas la réponse, je vous laisse réfléchir et puis vous me la redonnerez plus Oui, tard. je pense qu'on va devoir y réfléchir. Mais Merci beaucoup pour moi, pour cette c'est question. à ce niveau-là. Je vois que l'angle est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire sur les autres actions. Donc, il y a peut-être une petite marge de manœuvre sur laquelle on peut jouer en termes d'offres de carrière pour des chercheurs, y compris dans des institutions qui travaillent dans le nucléaire, spécifiquement. Voilà. Je pense qu'on Je va serais regarder ravi ce qui se fait de dans le lire détail votre en réponse. COFON. Merci. Merci beaucoup. C'est une question très intéressante. Je vais regarder avec mes collègues qui s'occupent de CoFund parce que je pense que ce sont des thématiques similaires dans ces cas-là. Et donc, on reviendra vers vous par écrit. En fait, on va passer par Eugénia Très bien, merci. et on va essayer de clarifier. Merci beaucoup pour la question. Oui, effectivement, donc c'est un sujet qui mérite d'être clarifié. Et donc, juste pour peut-être pour revenir sur la question d'excellence scientifique, vous nous corrigez, Robin, si nécessaire, mais en fait, vous n'avez pas effectivement de projet de recherche à proprement parler. Ici, c'est un peu le même principe que, d'après ce que je comprends, que pour les cofonds. Donc, il n'y a pas de sujet de recherche que vous proposez, mais l'excellence scientifique, elle va quand même être prise en compte dans la mesure où c'est votre établissement qui offre aussi les meilleures conditions pour travailler sur ces sujets de recherche. Donc, si par exemple c'est un projet, vous proposez un programme de recherche en santé, je ne sais pas, sur les maladies neurodégénératives, il faut que votre établissement soit quand même un des leaders dans le domaine et qui propose aussi non seulement des conditions de carrière un peu matérielles au sens offrir des postes permanents et des salaires attractifs, mais que aussi en termes de connaissances et d'expertise qui est disponible sur le site donc de l'établissement qui est porteur de projet, ça soit aussi voilà, que ça soit aussi le meilleur endroit pour mener la recherche dans ces domaines-là. Absolument. Merci beaucoup, Eugénia. Merci, Robin. D'autres questions qui nous arrivent. Une question assez technique à laquelle je pense que vous pourrez répondre rapidement. Est-ce qu'il est possible de faire des secondments? Oui. Merci. Oui, c'est bien ce qui me semblait aussi. Bon, là, c'est plutôt la question pour le PCN par rapport au fait qu'on ne peut pas baisser le salaire après 24 ou 36 mois, donc 6700 chargés. Cela, y a-t-il beaucoup d'établissements universitaires qui ont la capacité budgétaire de CDIser au même coût? Cela correspondrait à un financement d'amorce de recrutement. Oui, après vous pouvez aussi, enfin, je sais que ce n'est pas toujours possible, mais dans certains cas, vous pouvez aussi changer de contrat. Et après, s'il s'agit de préparer au concours, donc là, c'est une autre logique. Morgane, tu peux peut-être. Ouais, en fait, je suis en train de réfléchir, mais pareil, il faut vérifier ça avec des RH et des juristes, mais normalement, c'est pas possible de diminuer la REM d'un agent qui est sur le même contrat, même financement. Alors, j'entends bien ton idée de changer de contrat, mais je vois pas comment changer le contrat. Voilà, c'est-à-dire qu'il reste sur le même projet, la personne va faire la même chose. Tu peux pas, je vois pas comment on peut lui dire tu auras une REM inférieure alors que tu vas poursuivre le même projet, la même fonction. Je me permets j'ai ouvert mon micro parce que c'est moi qui ai posé cette question, parce qu'effectivement, sur un petit établissement comme le nôtre, à l'École des hautes études en sciences sociales, par exemple, si on prend une personne, ça nous est arrivé sur une ERC, on prend quelqu'un qui n'est pas titulaire, qui obtient une ERC, si cette personne finit par être élue maître de conf à l'École des hautes études, par définition, son salaire, déjà, il sera moindre, hein. Aucun maître de conf n'est à 6007 chargés en France, enfin chez nous en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, il ne change pas de fonction. Enfin, voilà. Donc, ce serait pour ça que je parlais d'amorce, comme une espèce d'amorce ou de préfiguration. C'est-à-dire que je vois très bien l'intérêt pour l'établissement aussi, hein, d'avoir un financement pendant 36 mois ou 24 pour un chercheur. Mais à terme, qu'est-ce qui devient? Donc, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, finalement, on partait de la précarité que Robin nous a bien expliqué. Mais là, pour moi, je ne vois pas du tout quelle solution on a.
même si effectivement ça permet à la personne de bien préparer pendant 3 ans son élection et qui finit par être élu, il retombe à un salaire de maître de compte, donc ça ne va pas en fait. C'est l'équivalent, voilà, c'est ça. Laurence Panico le dit, c'est l'équivalent d'un CR déjà bien inséré. Donc c'est très difficile d'attirer finalement cette histoire d'attractivité pour dire tu vas toucher tant pendant 36 mois, puis après tu redescends maître de conf, ça ne va pas le faire en fait. Donc, il va falloir creuser cette histoire. Ouais, il y a une espèce d'inadéquation avec les réalités RH de notre magnifique ESR. On ne peut pas. Il y a une inadéquation à ce niveau-là. Alors, Il me semble, ou alors j'ai rien compris, mais il me semble qu'il y a quelque chose d'assez. Il y a une petite incohérence en termes de. Je sais pas. Ou alors, est-ce qu'on peut imaginer, donc ça c'est, imaginons que le financement il est à 6007 chargé, mais est-ce qu'on peut le mettre au coût du maître de conf et passer les 2005 de Delta en networking ou en training, j'en sais rien, ou est-ce que c'est vraiment pas, enfin j'en sais rien. Alors, normalement, vous avez effectivement l'obligation de payer les 6 700 €, donc le minimum, Voilà. parce que en fait, on peut pas. C'est compliqué parce que l'idée derrière, donc, c'est que il y avait quand même des chercheurs qui faisaient remonter la problématique du fait que les salaires, notamment dans les cophones, ne sont pas assez attractifs. Donc là, le souhait, c'est de proposer des salaires plus attractifs. Mais en effet, après, quelqu'un qui passe un concours national, donc là, on a des grilles. Et donc, le salaire va forcément baisser, mais c'est aussi la problématique qui existait déjà avec les personnes qui, des fois, en CDD, avaient des salaires supérieurs que des salaires qu'ils obtenaient après, une fois qu'ils passaient le concours. Et en fait, je trouve que le côté positif ici, quand même, c'est qu'il y a une volonté, en tout cas, de la part de la Commission européenne, il y a une volonté d'inciter les établissements à ne serait-ce que préparer les chercheurs à ces concours et à ouvrir des postes au concours, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Non, mais c'est louable, mais c'est juste j'essayais de voir un petit peu à ce niveau-là. On essaye forcément de notre côté établissement, de voir un petit peu tous les rouages de ces dispositifs. Donc, c'est des questions, ce n'est pas du tout des reproches. Non, bien sûr, oui. Des questions, merci beaucoup, mais c'était juste pour essayer de voir comment on peut faire pour répondre à cet appel. Merci beaucoup. Est-ce que je peux poser une question juste moi-même, parce que c'est aussi intéressant, vu que c'est un pilote, de prendre un peu du feedback. Donc, certains d'entre vous avaient proposé d'inverser les deux phases, donc de commencer par le financement par l'organisation, puis ensuite avoir le financement européen. Mais j'imagine qu'à la fin du financement européen, on retombe dans le même problème de nouveau, on va trouver des financements qui seront peut-être un peu moins élevés. Donc, quels sont les avantages, à votre sens, en dehors de la visibilité, parce que bien sûr, on a la visibilité plus près de nous que plus tard dans le temps. Quels sont les avantages d'inverser les deux phases, si jamais on devait rendre ça possible, par exemple, dans le pilote suivant? En fait, je dirais que déjà, du point de vue pour la France, on n'a pas le droit, effectivement, de baisser le salaire d'un agent qui est sur la même fonction. Et en revanche, on peut l'augmenter. Donc, dans ce cas-là, si la première phase arrive au début, donc ils ont au début un salaire un peu inférieur, et en deuxième phase, le salaire est augmenté. Dans ce cas-là, voilà, ça paraît plus faisable. Est-ce que Mais je peux oui. me permettre d'intervenir? Je suis désolée. Je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vrai que les jeunes, quand ils veulent rentrer, je pense que pour eux, c'est quelque chose d'assez important, le salaire. Beaucoup plus que les chercheurs il y a 20 ans, en fait. Nous, on rentrait pour avoir un poste stable, mais eux, ça leur suffit pas, en fait. Ils rentrent aussi pour le salaire. Et je pense qu'avoir un bon salaire en venant, c'est important pour eux. C'est ça qui les fera venir. Je sais que les salaires, ils sont basés sur la moyenne européenne et que nous, malheureusement, en France, on a des salaires qui sont pas au niveau de la moyenne européenne et on paye ça là, en fait. Je pense que la France se retrouve spécifiquement dans ce cas-là parce que les salaires des titulaires ne sont pas à la hauteur des autres, notamment en Europe du Nord. Et on n'a pas, malheureusement, on n'est pas là pour faire changer tout ça, mais le quoi qui vient de là. Et si on ne met pas un salaire élevé, je pense qu'on ne les attirera pas. Ils n'iront pas en France.
on a beau être bon dans ce qu'on fait, je pense qu'ils ne viendront pas chez nous. Il y a besoin d'une carotte et il y a besoin d'un très bon environnement. Sinon, ça ne passera pas, à mon sens. Oui, merci pour ce commentaire, Laurence. Effectivement, après, derrière, il faut aussi peut-être une volonté de la part des États pour aligner les salaires des chercheurs pour offrir des contrats aussi, des salaires plus attractifs au niveau national. Je suis bien d'accord. Alors, y a-t-il d'autres questions? Oui, je vois la question aussi, hein. Donc, la première phase, pas possible de payer moins que 6 700 brut, mais la deuxième phase, on peut payer moins, sauf bien sûr, comme vous l'avez dit, s'il y a une législation nationale qui s'applique et qui dit qu'on ne peut pas payer, enfin, voilà, ça dépend un peu des contextes nationaux, mais il est possible, en tout cas pour nous, de payer moins dans la deuxième phase, tant que c'est attractif et compétitif au niveau national. Merci. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Une autre précision par rapport au secondment. Un secondment, comment est-il possible dans ce cadre? Peut-être par rapport à la phase 1, la phase 2. Donc, c'est vrai que c'est intéressant comme question. Est-ce qu'un secondment est envisageable, par exemple, pour un chercheur qui est en phase 2? Je pense que oui. Enfin, après, ça dépend comment le projet est monté, mais dans le programme de travail, rien ne l'empêche, me semble-t-il. Que se passera-t-il après le pilote 2025, un autre pilote en 2026 ou 2027? Alors, je ne sais pas si vous avez le droit d'en parler, Robin. Bon, alors on travaille sur un deuxième pilote. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir votre retour sur ce premier pilote, comme ça on sait le plus vite possible comment faire un pilote encore plus attractif, sachant qu'il n'y a pas de garantie encore qu'on aura un deuxième pilote, mais on travaille dessus, on verra bien s'il sera adopté. Mais ça, je peux confirmer qu'on travaille dessus et que votre retour est très important pour savoir quoi modifier. Merci. Eh bien, donc le temps dédié à ce webinaire sera bientôt écoulé. J'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. Merci beaucoup, Robin, pour cette présentation très complète. Effectivement, donc c'est nouveau pour tout le monde. Donc voilà, nous aussi dans le PCN, on découvre cette action. Après le premier pilote, il y aura effectivement aussi un bilan et pourra juger sans doute de la pertinence de ce dispositif. En tout cas, on vous encourage à y participer parce que c'est sans doute, ça répond à un besoin qui a été bien identifié, donc un besoin pour les chercheurs, pour attirer les chercheurs, pour leur offrir des conditions plus attractives. Donc, ça répond à une vraie problématique. Et donc, le PCN est là pour vous aider, pour vous accompagner dans la réponse à cet appel à projet. Donc, pour rappel, la vidéo de ce webinaire sera disponible sous quelques jours sur la page d'annonce, ainsi que le diaporama présenté par Robin Galbled, notre intervenant.
Donc, je vous remercie encore, Robin, pour cette intervention. Et donc, je vous laisse revenir vers nous pour la question concernant la recherche sur les thématiques du nucléaire. Oui, un grand merci. Merci beaucoup pour l'invitation, Eugénia, et merci à vous tous et à vous toutes pour vos commentaires et pour vos questions très pertinentes. Je viens de découvrir une nouvelle question justement sur les différences en Europe en termes d'attractivité, parce que selon les pays, on pourra offrir plus ou moins pendant la seconde phase. L'attractivité telle qu'elle est pensée pour ce pilote, c'est vraiment par rapport aux conditions nationales ou régionales selon ce qui est le plus pertinent. Donc, on ne vous en tiendra pas rigueur si le salaire que vous pouvez offrir est moindre que dans un autre pays. Ce qui compte, c'est que ce soit quand même très attractif par rapport à ce qui est possible dans votre environnement. Voilà, je voulais quand même clarifier ça parce que sinon, effectivement, tous les projets iront dans les mêmes pays. Et ce n'est pas l'idée. Voilà. Un grand merci à vous tous et à vous toutes. Merci beaucoup, Merci Robin, beaucoup. et merci beaucoup à toutes et à tous pour vos questions qui ont été très utiles et très intéressantes. Et donc, on vous souhaite un bel été. Donc, l'équipe du PCN est encore présente au mois de juillet. On sera un peu moins nombreux au mois d'août, mais en tout cas, la hotline sera toujours ouverte et vous pourrez vous poser nos questions. Merci, excellente fin de journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.